Eh bien salut à tous, c'est Max Fun, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui messieurs dames, nouvelle vidéo, nouvelle présentation de voiture. Et aujourd'hui on essaye une petite DAF 55. On est dans la période des anciennes, donc ça fait plaisir. Ça reste une voiture qui est... Ouais, j'aime bien quoi. Elle a un petit look sympa. Carrément. Ça donne presque envie d'en avoir une. Ouais, honnêtement ouais, c'est ce que je pensais tout à l'heure. Reposant là-dedans et j'adore ça. Exactement. Ça fait plaisir. Je suis avec son propriétaire qui est derrière moi, Bertrand. Bonjour, comment vas-tu? Bien et toi? Très bien, merci pour la vidéo. Avec plaisir. Donc vas-y, parle-nous un petit peu de ton véhicule. Alors, qu'est-ce que je peux dire dessus? Déjà, donc c'est une DAF de 1970. Ok. Donc voilà, c'est une marque néerlandaise, donc des Pays-Bas. Donc voilà, donc c'est une DAF de 1970. Donc DAF est connu d'abord pour être un constructeur de camions. Tout à fait. Donc les camions, ça a été à partir des années 1920-1930 jusqu'à aujourd'hui. On voit encore des camions circuler, mais ils ont eu dans les fin des années 50 l'idée de construire aussi des voitures. Donc de 58 jusqu'à 1975 où la branche auto de DAF a été rachetée par Volvo. Alors, qu'est-ce qu'elles avaient de particulier ces DAF? Donc, elles avaient une transmission qu'on peut comparer avec une transmission comme les scooters. Ouais. C'est-à-dire du coup une transmission par embrayage centrifuge et avec un variateur et des courroies. Donc ça, ce qui fait que ça ça lui permet d'avoir une transmission, on peut dire, automatique. Alors, on ne parle pas de transmission automatique sur ces voitures-là, on va parler de variomatique parce que dessus, il y a un variateur. Et donc ces voitures-là, en fait, c'était des voitures populaires. À l'époque, les gens qui voulaient des voitures avec une transmission automatique, ils n'avaient que comme possibilité que de s'adresser à des marques haut de gamme comme Mercedes en Allemagne ou encore peut-être aussi en Angleterre. Mais après, il n'y avait pas de petites voitures populaires qui permettaient des transmissions automatiques. Alors c'est vrai que dans les années 50, 60, 70, l'idée d'avoir une voiture à transmission automatique, ça ne se faisait pas forcément. Les gens avaient l'habitude des boîtes manuelles. Et DAF s'est dit, on va s'adresser à un public qui recherche une voiture avec une transmission automatique. Donc c'est une transmission qui est très simple puisqu'il n'y a pas de boîte de vitesse, je répète, c'est un variateur qui, avec un système de poulies et de courroies, va changer le rapport de transmission. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu peu de voitures produites puisqu'il y en a eu autour de 23 000 sur ce modèle-là, plus particulièrement les DAF 55 coupés, parce que là on est donc sur un modèle DAF 55 coupé donc de 70, et il n'y en a eu que 23 000 de produites, mais de manière générale il n'y en a pas eu tant que ça de DAF de produites parce que c'était donc un marché de niche. Les gens qui conduisaient plutôt ces voitures-là, c'était souvent à l'époque des mutilés de guerre, donc souvent des personnes à qui manquait une jambe, ou sinon encore à des veuves, c'est-à-dire des dames où c'était le mari qui conduisait essentiellement. Et lorsqu'elles devenaient veuves, il fallait bien qu'elles se déplacent. Elles avaient eu le permis avant, mais elles ne conduisaient plus forcément, donc il fallait qu'elles aient une voiture qui soit facile à conduire, et c'est le cas pour la DAF. Voilà, et c'est ce qui fait maintenant sa rareté, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup eu de voitures accidentées. Exactement, c'est une voiture qui est peu collectionnée parce qu'elle avait cette image qui lui collait à la peau, donc de voitures de personnes âgées ou de personnes handicapées. Ouais. Donc elle n'a pas vraiment été collectionnée. Et ce qui fait que beaucoup de voitures sont parties à la casse. Forcément, ouais. Et puis aussi la particularité de cette voiture, c'est qu'elle roule aussi vite en marche avant qu'en marche arrière. Ah d'accord, ça je savais pas. Ouais, donc ça c'est aussi un côté assez amusant, il y a eu des courses aux Pays-Bas de DAF en marche arrière. Naturellement, on se doute bien que c'est un peu dangereux à conduire. J'imagine. Ouais. Et donc, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés aussi à être cassés. Donc, beaucoup de voitures ont été perdues, soit donc parce qu'elles manquaient d'attrait, ou soit il y a eu des courses en marche arrière. Donc, c'est pour ça que maintenant, elles sont assez rares. Surtout en France, puisque c'est vrai que la France n'est pas une terre pour les voitures à transmission automatique. C'est sûr. Ouais. Mais par contre, elle est extrêmement collectionnée aux Pays-Bas. C'est-à-dire que la DAF est aux Pays-Bas, ce que la 2 chevaux est en France.
C'est vraiment, il y a un culte autour de la DAF qui est très important. D'accord. Et ce qui fait que là-bas, on voit des clubs avec beaucoup de jeunes qui s'intéressent au DAF. Et souvent, les Néerlandais viennent en France parce qu'ils savent qu'en France, ils peuvent trouver des DAF pour pas trop cher par rapport aux Pays-Bas ou même en Allemagne ou en Pologne où elles sont beaucoup plus recherchées. D'accord, ouais. Ouais, ça cote pas trop en France. Voilà, ça cote pas trop en France parce que je répète, il y a cette image qui lui colle à la peau et puis ça n'a jamais vraiment plu. Ok, ouais. Pourtant, ça a une jolie petite bouille, quoi. Alors, je veux dire. en effet, c'est tout mignon. Si on regarde un petit peu cette voiture, on peut se dire qu'elle a des lignes italiennes. Et en effet, vrai, tout à fait. elle a des lignes italiennes puisqu'en fait, c'est le designer Michelotti qui l'a dessiné avec son équipe naturellement. Et on y retrouve aussi un style une allure de la Trionferalde, surtout au niveau de l'avant. En fait, si on regarde bien cet avant avec les sourcils qui sont dessinés par le capot, vrai, tout à fait. Et bien en fait on retrouve le dessin de la Trionferalde. Alors la Trionferalde, le capot est droit ici, mais on retrouve bien ce sourcil là. Et en fait Michelotti a été un grand dessinateur automobile, un grand designer automobile, puisqu'il a dessiné des Ferrari, des Alfa Romeo, l'Alpine A110 par exemple, c'est aussi c'est lui. C'est lui qui l'a dessiné. Et on retrouve ça, le dessin, et du coup je t'invite, et je vous invite aussi à me suivre, au niveau de l'arrière de la voiture. Ça aussi, c'est une autre signature de Michelotti, à savoir ce petit bourrelet qui fait tout le tour. Et ça, on le retrouve dans les Alpines, aussi ce dessin-là, ou encore dans certaines Alfa Romeo. Et c'est vraiment une particularité du dessin de Michelotti. Ah d'accord, je savais même pas, j'ai jamais fait attention. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle a vraiment une ligne italienne. En fait, moi je m'amuse à dire que c'est la plus européenne des voitures européennes d'une certaine manière, puisqu'elle a un designer italien. C'est une voiture qui a été construite aux Pays-Bas, mais c'est un moteur français, puisqu'en fait, dans les années 60, fin des années 60, DAF voulait se diversifier au niveau de ses voitures. Ouais. Et les premières DAF étaient essentiellement produites avec des moteurs bicylindres au refroidi par air, comme les moteurs de 2 chevaux. Mais voulant monter en gamme, ils n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir étudier un nouveau moteur. Donc ils se sont mis en partenariat avec Renault, à partir donc de 67 si je ne me trompe pas, pour les premières DAF 55. Et donc dessus on retrouve un moteur Cléon 1100 poussé à 50 chevaux. Le même moteur que l'on retrouvera dans les Renault 12, dans les Renault 10, dans les 4L, les dernières 4L, mais aussi les Renault 5, jusqu'au Twingo. Ah, jusqu'au Twingo. Ouais, les toutes premières Twingo étaient produites avec le Cléon 1100. Oh d'accord, ah ouais, ça a fait quand même une sacrée vague d'années. C'était un sacré moteur. La Renault sur ce coup-là a fait une sorte de best-seller au niveau du moteur. Le Cléon a été utilisé et réutilisé à plusieurs reprises sur plusieurs modèles et du coup en partenariat avec DAF. Magnifique, ok. Bah écoute... Voilà ce que je peux dire dans l'immédiat. Après, ce que je peux dire peut-être juste au niveau de l'ensemble des modèles, donc DAF ses premières voitures sont sorties en 58, pardon, avec des tout petites voitures de ville vraiment, mais toujours pareil, ce principe marche avant, marche arrière avec un variateur. Et donc jusqu'en 75 à peu près. Et en 75, DAF produisait ce qu'on appelait les DAF 66. Volvo a repris ce modèle Volvo 66, donc c'est vraiment le modèle de transition. Et au début des années 80, Volvo a produit le modèle 340, qui en fait à la base aurait dû être une DAF. C'est-à-dire que Volvo a repris les études de DAF pour la création de la 340. Et la Volvo 340 a le même système de transmission. En fait, en comparaison, la transmission donc en variomatique équivaut aujourd'hui à la transmission CVT chez Toyota. Ok, ouais. Voilà. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Exactement. Ça se permet au moins de faire vraiment un lien de comparaison. Ouais. Naturellement, le système CVT est beaucoup plus performant que le variomatique qu'il y a sur la DAF, mais c'est le même principe de fonctionnement. D'accord. Oh, incroyable. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Pour cette petite voiture. Alors vas-y, explique-nous un petit peu le démarrage, comment ça fonctionne. Alors il n'y a rien de compliqué sur la DAF, c'est juste que les consignes de l'époque, et du coup qu'il faut toujours appliquer, et que d'abord, avant de démarrer la voiture, on va mettre le levier de vitesse dans le sens de la marche. Donc le levier il est tout simple, c'est juste une petite canne, là il est en marche avant, là j'ai le neutre, et là j'ai la marche arrière. Donc avant de démarrer, comme là je vais faire une petite manœuvre, je vais reculer, je mets d'abord en marche arrière. Alors là, naturellement la voiture va faire un bond, parce que forcément la marche arrière est enclenchée et que j'ai pas le frein à main. Donc voilà, je voulais reculer un petit peu pour pouvoir faire ma manœuvre tranquillement. Pour changer le sens de marche, il faut vraiment attendre à l'arrêt, que la voiture soit à l'arrêt. Je mets en marche avant dans le mouvement sec et je vais pouvoir faire mon demi-tour. Incroyable.
Après, il n'y a rien de compliqué. Honnêtement, c'est juste ça où il faut faire attention. Sinon, après, ça va vraiment tout seul. Ah, franchement, c'est pas si dur que ça finalement. Ah non, complètement, ça se conduit très facilement. Alors, ce qui est particulier sur une DAF et sur la transmission, du coup, donc c'est cette transmission par variateur. Et comme sur les scooters, en fait, le principe, c'est qu'il faut que le régime moteur soit toujours optimal. Ouais. Donc, on est toujours au couple et à la puissance optimale. Ce qui fait que le moteur tourne souvent à haut régime autour de 3000-3500 tours. C'est-à-dire que là, par exemple, dans une voiture moderne, à ce régime moteur, on aurait envie de passer la seconde ou la troisième déjà. Et bien là, le régime moteur, c'est lui qui va décider à quel moment le rapport va changer. Allez, je vais essayer de pousser un petit peu le rapport et tu vas voir que le régime moteur va descendre tout seul à mon avis. Voilà, il y a cette vitesse-là, le régime moteur vient de descendre. Et en fait, le variateur vient d'agir. Et c'est comme si en fait on était passé quasiment en quatrième d'un coup. Mais de manière progressive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'à-coup comme une boîte manuelle ou une boîte automatique à boîte robotisée. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement progressif et d'extrêmement doux. Le rôle est inversé maintenant, c'est moi qui vais interviewer. Et donc voilà, première prise en main. Et donc qu'est-ce que tu peux dire pour cette première prise en main au final? C'est très bizarre parce que moi je conduis une boîte manuelle. Ouais. Là je me retrouve avec une boîte, comment tu Alors on peut dire boîte automatique, mais variomatique. Variomatique. Voilà, le terme officiel c'est variomatique. Ça fait très bizarre. Parce que moi j'ai pas le levier, j'ai pas l'embrayage. On est bien d'accord qu'on a envie de passer la vitesse à cause du régime moteur. Alors qu'en fait il ne faut pas se laisser surprendre. En effet, ouais. Hop. Alors le clignotant il est à droite. Ah merde. Et oui, c'est classique. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Ok, ouais, le temps que je la prenne en main, ça va être... Non, mais après c'est une habitude à avoir. De toute façon. Hop. Alors le clignotant ne revient pas. D'accord. Voilà, donc il faut le ramener. Donc là, c'est qu'est-ce que j'ai mis alors? Alors, tu avais fait juste un appel de phare. Ah d'accord, ça va. Tout simplement. Pas grave. Donc faut pas s'inquiéter. Ok, non, franchement, c'est cool à conduire quand même. C'est la première fois que je conduis une voiture de cette époque-là? Ouais. Ouais, la seule que j'ai eu conduite, enfin les deux seules que j'ai eu conduite, c'est une Super 5. Alors, le virage est un peu serré là, enfin, attention parce qu'il y a une voiture qui arrive en face. Désolé, excuse-moi. Non, c'est moi, c'est moi. C'est vrai que j'ai l'habitude de ma voiture, c'est pour ça, tu vois. Là, il y a un léger zigzag ici, puis après c'est plus facile à conduire. Il y a juste là au début où il faut... Je vais me calmer un peu. Non, mais t'inquiète pas. Mais ça montre que du coup, on se sent vite en confiance avec cette voiture. Et c'est une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Et tu vois, c'est ce que tu disais, je me suis laissé avoir par le la prise de vitesse, voilà. On se fait avoir en fait très facilement. Et là si tu relâches légèrement l'accélérateur, très légèrement en fait, là tu peux réaccélérer un peu, tu vois le régime moteur en fait a baissé, alors que tu n'as pas ta vitesse forcément qui a ralenti d'un coup. Exactement, ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est vrai que tu vois, je m'attendais à quelque chose de bien plus complexe. Déjà une direction peut-être lourde. Ouais, mais ça en soi j'ai l'habitude parce que mes parents ont des tracteurs qui n'ont pas de direction assistée. Exact. Quoi. Et franchement, c'est un coup de main à prendre. Enfin, pour ceux qui n'ont jamais conduit de voiture sans direction assistée, c'est les... Waouh, qu'est-ce qui se passe? Oui, complètement. Mais sinon, moi ça me choque pas plus que ça. Après, non, franchement, c'est une voiture qui est plutôt plaisante à conduire. Le freinage est assez efficace parce qu'à l'avant, on se retrouve avec quand même des freins à disque à l'avant. Ouais. Donc ce qui est moderne quand même puisque les premières sont sorties donc en 67 pour la version berline, je répète entre guillemets, c'est une berline de porte. Ouais. Elle avait des freins à disque à l'avant, ce qui est assez moderne puisqu'à l'époque il y avait la DS qui avait des freins à disque à l'avant, mais toutes les voitures contemporaines et concurrentes n'avaient pas forcément des freins à disque à l'avant. D'accord. Donc ce qui fait que ça rend un freinage aussi assez sécurisant. C'est vrai, c'est vrai que là quand j'ai vu que j'ai croisé la 406, ça a plutôt bien freiné finalement. Ça donne presque envie d'en avoir une. Ouais, honnêtement, ouais. C'est ce que je pensais tout à l'heure. On n'a pas l'Apple CarPlay, on n'a pas l'ABS, on n'a pas le... C'est sûr qu'à ce niveau-là, en fait, comme je dis souvent, c'est des machines à remonter le temps. Ouais. C'est-à-dire que au-delà de la conduite et du plaisir de la conduite, parce que malgré tout, quand on conduit ces voitures-là, il y a du plaisir, tu as l'impression de retomber dans les années 70 avec les odeurs, des fois pas l'inconfort, mais l'ambiance quoi. C'est vraiment une ambiance. Voilà. Cette petite odeur de vieille voiture. Exactement. Tous ces petites entre guillemets imperfections qui font le charme de la voiture. Exactement. Et franchement,
qu'est-ce que c'est agréable. C'est ça. C'est ça que j'adore en fait dans les voitures anciennes, c'est que on n'a pas tout le confort qu'on a dans une voiture traditionnelle de notre époque. C'est ça. Et je trouve que ça a un charme quand même qu'on trouve pas ailleurs. Complètement. Voilà. Et pourtant, je suis un très grand fan de voitures sportives, de voitures qui arrachent, de voitures qui font des sensations quand même qui sont costaudes, de sensations fortes. Ouais. Mais il y a un côté reposant là-dedans et j'adore ça. Exactement, mais en fait c'est ce que j'allais dire, c'est au-delà du côté reposant, c'est que c'est une voiture avec laquelle tu vas un peu cruiser. Exact. Au final, c'est pas une voiture pour l'autoroute. Voilà. Alors bien sûr, je peux prendre l'autoroute avec, j'ai déjà fait, je roule à 100, 110 avec, il n'y a pas trop de problème. Mais je veux dire que sur les nationales, à 90 km/h, t'es très bien. Tu vois là, avec l'heure qu'il est maintenant, le soleil, la température, à travers les arbres, on est nickel. Hein. Franchement, c'est agréable de ouf. Voilà. Non, franchement, c'est... Non, puis on a la chance d'évoluer aussi dans un coin qui est très sympa, ouais. Le long du canal de Bourgogne, ouais. Avec les arbres autour de nous. C'est vrai que c'est vraiment très sympa. Je suis pas de cette région-là, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est clair. Tous ceux qui habitent dans le coin, vous avez une région incroyable. C'est clair, moi aussi je ne suis pas de cette région-là, mais le coin est très sympa. Quand je viens de temps en temps voir mes garagistes Sony et Tristan qui sont juste à côté, c'est toujours un plaisir parce que d'une part ils ont toujours des voitures différentes en entretien ou en réparation et puis c'est vraiment un dépaysement. Moi venant maintenant de la région parisienne, ça change. C'est clairement ça. Attends, le klaxon c'est ça? Alors tu tires la manette vers toi. Ah j'adore, c'est excellent. Bon, il a été un peu pumpé, hein, le klaxon. Mais c'est magnifique. Ah, t'as une voiture en face. Oui, là, je te conseille peut-être de te mettre sur le côté. C'est ce que j'allais faire. Ouais, parce que là... Bon, on va aller faire du tout-terrain, c'est pas... Ouais. Par là? Peut-être pas. Ouais, pas une bonne idée, ouais. Franchement, c'est un délire. Ouais, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Au-delà de c'est rigolo, c'est un autre monde, c'est plaisant, c'est... Voilà, c'est autre chose. Ouais. Carrément, bah, on retrouve cette bonne époque entre guillemets des voitures. Je sais pas, enfin c'est indescriptible en fait. Faut essayer. Faut essayer, exactement. Mais déjà en tant que passager, être dans une voiture ancienne, c'est déjà dépaysant. Ouais, mais lorsqu'on conduit, c'est voilà, là on fait corps vraiment avec le véhicule. C'est encore mieux. Hop, de rien. Ah, avec le petit canal, mais qu'est-ce que c'est? Ah mais c'est clair. Hein. Là tu mets du Charles Aznavour. Ah ben c'est ça. Trop bien. Voilà, complètement. Tu te mets une petite ambiance, voilà, années 60-70, tranquillement. Même le frein moteur, il est quand même... Oui, le frein moteur est assez efficace. Il est là. Hein. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est comme si tu repassais en première. Ouais, c'est ça. Alors en seconde ou première, du coup, tu te retrouves avec un frein moteur qui te freine bien, quoi. Carrément. Ouais. Ce qui fait que le frein, tu l'utilises pas tant que ça. Ouais, exactement. Quand tu arrives sur un rond-point, sauf s'il faut vraiment s'arrêter, tu peux tout doser avec le frein moteur. C'est ça. Je vois que ça te surprend quand même cette histoire d'accélération. C'est vrai que c'est pas commun. Hein, ouais, c'est ça. Pourtant j'en ai conduit beaucoup de voitures, mais... Parce que tu vois là, tu l'as un peu lancé, puis tu as relâché le pied. Ouais. Et encore une fois, le régime moteur redescend. C'est ça. Ça se fait tranquillement. Tu n'as même pas besoin de te poser de questions. Quoi. Exactement. Allez, un petit dernier. Ah, j'adore ce klaxon. On dirait un peu les klaxons de train, tu vois. Ah oui, complètement. Mais oui, parce qu'en fait, de toute façon, c'est une trompe que j'ai à l'avant, une trompe avec un compresseur. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc voilà. Ok, donc du coup là je te remets en neutre. Même pas, tu peux laisser en prise en marche comme ça pose aucun problème. Ok. Et tu peux arrêter la voiture comme ça. Il n'y a aucun souci. Ouais, tu peux mettre le frein à main, mais là ça craint pas trop. J'ai juste à tourner la clé. Tu tournes la clé, exactement. Magnifique. Bon, voilà. Bah écoute, merci infiniment. Oh bah avec grand plaisir, tu penses. Il n'y a pas de souci. Messieurs, dames, c'est une fin de vidéo. Merci encore à toi. Bah avec grand plaisir. Mais vraiment avec un très grand plaisir. Merci à toi aussi d'avoir fait le déplacement, d'être venu. C'est mon boulot, ça, t'inquiète pas. Ouais, mais enfin bon, quand même, merci beaucoup. Quoi. Donc voilà, le Instagram de Bertrand, du coup, dans la description. Et si vous allez voir son Instagram, vous allez voir qu'il a d'autres véhicules qui sont tout aussi merveilleux et tout aussi jolis. Merci beaucoup. Et tout aussi atypiques, on peut dire aussi. En effet, voilà. Dans son jus, j'ai envie de dire. Oui, et certaines dans leur jus en plus, exactement. Carrément, voilà. Donc c'est pour ça. Donc si vous voulez retrouver du coup Bertrand avec ses voitures d'exception, vous pouvez, voilà, sur Instagram. Sur ce, messieurs dames, c'était Max Fun. Ciao. Au revoir.